la présentation parce qu'on a un gros problème technique au bureau avec des petits rongeurs qui ont mangé nos câbles de fibre. Ça ne nous empêche pas de travailler et de mener toutes les missions que je vais vous décrire, mais en revanche, c'était plus facile pour moi d'assurer la présentation que pour ma collègue. Donc, Maladies Rares Infoservice, comme l'a mentionné le docteur Achoula, c'est une association qui a été créée en 2001 par des associations de personnes malades et de proches, l'Alliance Maladies Rares, la FM Téléthon, Aurore 10, qui sont les membres fondateurs et qui sont toujours les associations qui administrent Maladies Rares Infoservice. Donc, on est vraiment un service associatif à l'origine. Financé également, comme l'a indiqué M. Achoula, par le ministère de la Santé et la FM Téléthon. Ça fait 20 ans qu'on existe et donc on a pu développer une expertise dans le champ de l'information, de l'orientation et du soutien sur toutes les problématiques que rencontrent les personnes maladies rares dans leur parcours de santé et de vie. Donc la triple mission de Maladies Rares Infoservice, c'est vraiment informer, orienter et soutenir. On informe bien entendu sur les maladies, les symptômes, les traitements, mais également sur les prises en charge médicales, les prises en charge médico-sociales, les droits en tant que personne handicapée, par exemple. On a un très fort rôle d'orientation vers tout ce qui est bien sûr les centres de référence et compétences, mais les consultations hospitalières en général, les associations. On oriente énormément vers des associations, vers les dispositifs médico-sociaux. Et on a un rôle de soutien en apportant par différents biens un soutien à des personnes qui sont souvent en manque d'information, qui sont souvent isolées, avec parfois aussi la conséquence du handicap invisible dans leur vie. On le fait à travers différents outils que je vais vous présenter ensuite, mais aussi en assurant une écoute et une réponse qui est toujours individuelle, personnalisée, empathique et anonyme. En revanche, nous ne sommes pas un service de soutien psychologique. Et on n'est pas non plus un lieu de consultation, on ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de pronostic. Alors, comment mène-t-on ces trois missions ? Concrètement, notre service d'information et de soutien est accessible à travers un numéro de téléphone qui est gratuit puisqu'il est inclus dans les forfaits de fixe et mobile. Une ligne téléphonique qui est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h avec une pause sur l'heure du déjeuner, où les personnes qui souhaitent avoir des informations ou bénéficier d'une écoute peuvent nous appeler pour partager et rechercher des informations. On a également un formulaire sur notre site internet pour les personnes qui préfèrent nous contacter par écrit, parce qu'elles se sentent plus à l'aise avec l'écrit ou parce que nos horaires ne leur correspondent pas. Et puis on peut également être contacté via les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Nous proposons également le forum Maladies Rares. En fait, ce n'est pas un forum, mais plus de 400 forums qui sont disponibles sur cette plateforme pour témoigner et échanger. En général, ce sont des forums consacrés à une pathologie en particulier. Et nous avons au total près de 10 000 utilisateurs qui sont inscrits sur ce forum. Un de ses avantages, comparé à d'autres types de lieux de partage, comme par exemple les groupes Facebook, c'est qu'il est modéré par nos chargés d'écoute et d'information, qu'il y a une charte qui régit son organisation, son fonctionnement, et les posts qui y sont faits. Il y a également une forte protection des données personnelles. Enfin, nous proposons un site internet avec des informations de premier niveau et une orientation de premier niveau dans le champ des maladies rares, et l'infographie animée que vous connaissez peut-être déjà, qui a été développée par Maladies Rares Infoservice et les filières de santé maladies rares qui portent sur le parcours de santé et de vie des personnes qui sont concernées par les maladies rares. Donc, pour mener toutes ces missions, nous avons une petite équipe. Au total, nous sommes 6 personnes, mais les 3 personnes, on va dire, qui comptent le plus sont les 3 chargés d'écoute et d'information, une médecin et 2 scientifiques au niveau de leur formation universitaire, qui sont, lors de leur prise de poste, formés sur l'ensemble des acteurs maladies rares, sur la recherche d'informations médicales validées, sur les orientations sociales, et c'est très important, qui sont également formés à l'écoute. Et ensuite, tout au long de leur parcours, de leur travail à Maladies Rares Infoservice, elles vont bénéficier d'une formation continue sur le plan médical, social et de l'écoute, afin de rester vraiment
le plus en prise avec l'actualité des maladies rares. Il y a aussi un dispositif de supervision qui est assuré avec une psychologue clinicienne pour assurer la qualité de l'écoute qui est proposée. Donc, nos chargées d'écoute des informations, elles répondent au téléphone, elles répondent aux mails et elles assurent aussi la modération des forums, ce qui leur permet vraiment d'être en prise avec les préoccupations des malades au quotidien. Une autre chose très importante à savoir à propos de notre service, c'est que nous avons une démarche d'amélioration continue qui est en place depuis 2009. Nous avons la fierté de bénéficier depuis toutes ces années d'une certification qualité AFNOR. Ça nous pousse vraiment à toujours nous améliorer et c'est récompensé par un fort taux de satisfaction de nos usagers qui était de 94% en 2020. On travaille pour apporter toutes ces réponses et ces orientations avec un réseau privilégié de partenaires. Donc nous sommes situés à Paris, rue Didot, sur la plateforme Maladies Rares, où nous partageons les locaux avec l'Alliance Maladies Rares, Orphanet, Eurordis, une partie de l'AFM Téléthon et la Fondation Maladies Rares, donc avec notamment les deux collègues qui vont intervenir tout à l'heure. Nous travaillons aussi en lien étroit avec les autres acteurs des maladies rares, comme les filières maladies rares, les plateformes d'expertise comme Plimara, les associations de malades. Nous cherchons aussi toujours à améliorer nos services en travaillant avec nos homologues des autres lignes d'écoute qui peuvent concerner des sujets bien différents que ceux des maladies rares. Je pense à toutes les lignes d'écoute dans le champ de la violence faite aux femmes, de la violence contre les enfants. Voilà, toutes ces organisations sont des interlocuteurs précieux pour améliorer toujours nos services d'écoute et d'information, puisqu'ils mènent le même type de mission que nous. Et nous partageons aussi également avec nos homologues européens, puisqu'on fait partie d'un réseau européen des lignes d'écoute dans le champ des maladies rares. Donc après vous avoir fait une présentation un petit peu théorique de ce qu'on fait, je souhaitais vous donner un petit cas concret pour illustrer un peu ce qu'on peut apporter. Donc c'est une situation qu'on a rencontrée, un appel qu'une de mes collègues a eu au mois de février. Madame X est atteinte de sclérodermie. Elle nous appelle parce qu'on lui a prescrit une capillaroscopie, mais on l'a orientée vers un service qui ne pratique plus cet examen. Donc elle est à la recherche d'une orientation pour le faire. Ça, c'est vraiment sa demande initiale. Mais une des valeurs ajoutées de la façon dont on travaille, c'est de faire aussi émerger toutes les demandes qui ne sont peut-être pas forcément formulées au début. Assez rapidement, on se rend compte que Madame X, elle est dans une situation difficile, elle est isolée parce qu'elle est très inquiète et ça complique ses relations. Elle a des difficultés professionnelles en lien avec sa situation personnelle et de maladie, et elle a un parcours médical qui peine à se mettre en place. Du coup, la réponse qu'on a pu lui apporter, c'est bien sûr une écoute, une information spécifique sur l'examen qu'elle devait pratiquer, avec une vidéo qui était disponible sur le site de la filière concernée par la sclérodermie, la liste des centres experts pour qu'elle puisse trouver un lieu où réaliser son examen, une webconférence qui pouvait l'intéresser sur le site de l'Association des sclérodermiques de France, et aussi également une information le plus personnalisée possible en lien avec sa situation sur les dispositifs d'accompagnement au travail. Quelques chiffres aussi pour vous rendre les choses un peu plus concrètes. Donc, nos usagers sont principalement les malades et les proches, 61% des malades, les proches 32%. Néanmoins, nous sommes aussi à disposition des professionnels de santé et du secteur médico-social ou de l'éducation nationale qui auraient besoin de s'informer sur les maladies rares. Donc, pour l'instant, ils représentent 4% de nos usagers, mais il est tout à fait possible pour eux de nous contacter. Qui nous contacte? Est-ce que ce sont des personnes qui ont un diagnostic ou non? Alors, dans 7 cas sur 10, les personnes qui nous contactent ont un diagnostic. Donc, on voit que le fait d'avoir un diagnostic n'épuise pas le besoin en information et en orientation. Et dans 3% des cas, les personnes sont plutôt en situation d'errance et d'impasse diagnostique. Donc là, évidemment, c'est des réponses assez différentes qu'on va leur proposer. Et l'écoute va être particulièrement importante, souvent, lors de ces appels. Au niveau des groupes de pathologies pour lesquels les personnes nous contactent, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces chiffres, mais vous pouvez voir que les maladies
qui reviennent le plus souvent vont être les maladies neurologiques, les maladies auto-immunes et inflammatoires et les anomalies du développement. On a été contacté en 2020 pour 709 maladies différentes. Et il y avait seulement 13 de ces maladies qui représentaient à chaque fois plus de 2% des demandes. Donc, une très très grande diversité de maladies, quelques-unes qui vont représenter 13 maladies qui vont représenter au total un quart des demandes, et tout le reste, c'est des maladies pour lesquelles on a des demandes très ponctuelles. Donc ça demande bien entendu une expertise et des capacités de recherche et de s'approprier des nouvelles maladies importantes pour notre équipe. Donc, vous l'avez sûrement un peu vu au travers de ce que j'ai pu vous indiquer, mais les principales demandes et les réponses qu'on peut apporter, ça va concerner l'information sur la maladie, l'information médicale, tout ce qui est en lien avec le lien social, donc le soutien, la demande d'être orienté vers une association, l'orientation vers notre forme en maladie rare. Il y a également un quatrième champ qui est important, qui est l'accompagnement social et juridique. Et puisque je crois qu'il y a beaucoup d'associations qui participent, j'attire juste votre attention sur le fait que dans 9% des cas, les personnes vont venir spontanément avec une demande de mise en lien avec une association, mais nous, ça va être dans un quart des cas qu'on va les orienter vers les associations. Encore quelques chiffres. Donc, je vous citais nos 400 forums. Donc, il y en a un grand nombre qui vont concerner les anomalies rares du développement. On a 116 forums à ce sujet avec souvent des pathologies ultra rares. Il y en a aussi 49 forums qui concernent les maladies neurologiques et musculaires. Puis, beaucoup d'autres pathologies sont concernées, mais là, c'est les groupes de pathologies qui sont les plus représentés. Les groupes de pathologie avec les forums les plus actifs, ça va être celui des maladies auto-immunes et inflammatoires, en lien avec la prévalence souvent plus importante de ces maladies. Et il y a la possibilité pour les associations de participer à l'animation de notre forum. Je vois que j'ai fait une petite faute de frappe sur ma diapo. Donc, elles peuvent participer à l'animation des forums, soit vraiment une animation avec une permanence assurée, par exemple, tous les samedis matins, ou alors ça peut être simplement la présence d'un lien et d'un logo. Voilà pour la présentation. Donc, j'ai essayé d'être assez complète, mais je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions que vous pourrez avoir en fin de session, en espérant ne pas avoir été trop longue. Non, c'est parfait, on est tout à fait dans les temps. Je pense que ce sera plus facile de gérer la question-réponse. Les questions-réponses, et dans le chat, vous pouvez chacun poser des questions. On va revenir à votre présentation tout à l'heure. Et pour rester donc dans les temps, un deuxième grand partenaire, c'est Alliance Maladies Rares, Élodie Crépieux. Alors, Alliance Maladies Rares a été créée avant encore Maladies Rares Info Service, hein, c'est en 2000, en février 2000. Donc largement aussi avant le premier plan Maladies Rares qui était en 2004. Donc c'était un petit peu des précurseurs dans la structuration et l'organisation des maladies rares en France, en commençant par des associations. C'est plus de 200 associations, je pense. Madame Crépieux, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, je suis comme Céline, j'essaie de retrouver mon support. Hop. Je vais le retrouver tout de suite. Évidemment. Voilà. Hop. Ah oui, voilà, il fallait juste que Céline ferme, je pense. Ah non. Alors, je vous montre juste un instant. Je suis désolée. Je suis comme Céline, étant habituée du Zoom. Toujours un mot. Toujours embarrassant, là, le démarrage. Ça charge. De présenter son diaporama. Mais on commence à parler d'habitude, mais c'est bien parti. Super, c'est rassurant. Parfait. Voilà, magnifique. Donc déjà, je vous remercie. C'est vrai que ça nous donne l'occasion de pouvoir échanger et c'est toujours appréciable de pouvoir présenter un peu les actions de l'Alliance qui, on se rend compte sur le terrain, n'est pas toujours malheureusement connue de toutes les associations et tous les partenaires. Donc moi, je suis responsable des actions régionales de l'Alliance, mais du coup, je vais vous présenter un peu l'Alliance de manière générale. À commencer par, donc, l'Alliance, c'est avant tout le résultat d'un combat associatif de plusieurs années, donc 20 ans de combat. J'ai repris les 3 dates clés, alors vous les connaissez sûrement, mais l'idée c'était de rappeler un peu l'émergence des maladies rares et le fait que c'était quand même un sujet relativement récent, puisque la première fois qu'on en parle, c'est lors des États généraux de la santé en 99. Donc c'est vraiment un sujet plutôt neuf dans la santé.
Et puis la loi du 9 août 2004 qui va pour la première fois poser les maladies rares comme un sujet de priorité de santé publique nationale. Donc c'est vraiment cette loi qui va impulser une dynamique. Et cette loi, on la doit à 4 éléments incontournables, notamment une mobilisation très forte des associations. On a eu dans les années 2000 une espèce d'effervescence autour des maladies rares et c'est vraiment les associations avec les médecins, avec les professionnels de santé, etc., qui ont porté ce sujet-là, qui ont permis cette impulsion majeure auprès des pouvoirs publics et l'émergence de cette loi de 2004. Évidemment, une approche transversale, parce que la lutte contre les maladies rares, c'est beaucoup de sujets, beaucoup de sujets différents de la vie d'un malade. Donc, on va devoir mettre autour de la table beaucoup de personnes différentes. Et puis, alors pardonnez-moi, j'ai fait une bêtise. Vous voyez toujours la présentation correctement, vous? Oui. D'accord, super. Donc, c'est que pour moi la bêtise. Nickel. Donc, une approche transversale et une co-construction forte des différentes parties prenantes. On a évidemment souhaité, depuis le début, construire ces politiques, s'inscrire dans une démarche de co-construction, créer des synergies, des convergences. Et c'est vraiment le mot d'ordre de l'Alliance. 3 plans nationaux à l'issue desquels auxquels l'Alliance a notamment participé. Je ne reviens pas là-dessus parce que les 3 plans nationaux sont connus de tous a priori. Donc, l'Alliance s'inscrit dans la plateforme Maladies Rares. Donc, Céline en a dit aussi quelques mots. Cette plateforme, elle existe depuis 2001. Elle réunit 6 entités, dont 3 sont présentes aujourd'hui, avec Aurore 10, Orphanet et l'AFM Téléthon en plus. Là, j'ai envie de dire, l'atout majeur de cette plateforme, c'est toujours cette notion de transversalité, c'est de pouvoir mettre plusieurs types de personnes sur un même endroit. Donc, à la fois des chercheurs, à la fois des médecins, à la fois des associations de patients, une institution au niveau européen qui agit aussi au niveau international, qui est Aurore 10. Donc, ça contribue à cette réflexion globale et aux échanges au sein de la plateforme. L'Alliance elle-même, comme le disait Monsieur Achoula, a été créée le 24 février 2000, donc on a une vingtaine d'années d'existence, avec 40 premières associations. 20 ans plus tard, on a 240 associations membres. On est constitué d'un conseil national, donc qui sont des élus bénévoles également, une équipe de 16 salariés, donc 8 sur le siège à Paris et 8 en Nouvelle-Aquitaine, j'y reviendrai, qui travaillent essentiellement sur un projet qui s'appelle le projet Compagnon Maladies Rares. Je préciserai un petit peu le projet un peu plus tard, et plus de 40 bénévoles en région aujourd'hui. Donc là, moi, je suis responsable de ce réseau bénévole que j'anime depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc l'Alliance, les combats de l'Alliance, alors 4 grands combats. Alors évidemment, c'est pas une liste exhaustive du tout, mais c'est 4 axes prioritaires. Lutter contre l'errance diagnostique, c'est vraiment un sujet que nos associations nous font remonter depuis de nombreuses années. L'Alliance avait, en 2016, organisé une petite enquête qui s'appelle Eradiac, qu'on peut toujours trouver sur notre site, qui concluait à un quart des malades qui connaissaient toujours une errance d'à peu près 4 ans, ce qui est énorme. Alors, parfois, on peut avoir bien plus, ça peut aller à 5 ou 10 ans. On a encore des remontées en ce sens, malheureusement. Donc, c'est vraiment un des combats majeurs de l'Alliance, et cette année, notamment, en partenariat avec les différentes plateformes d'expertise, dont la plateforme de Lille. Pour 2022, on va construire un projet de sensibilisation des professionnels de première ligne. Donc, on entend par là professionnels médecins généralistes. Ça touche aussi les paramédicaux, les pharmaciens, les personnels des MDPH. Un cercle assez large, mais toutes les personnes qui sont susceptibles à un moment donné de jouer un rôle dans l'orientation d'une personne atteinte d'une maladie rare. Donc, c'est un sujet majeur. Les 3 autres sujets qu'on aborde régulièrement au sein de l'Alliance et qui font partie des axes certainement qui seront abordés lors du 4e plan, peu de recherche. Alors ça, je laisserai ma collègue de la Fondation Maladies Rares en parler. Mais effectivement, la recherche est un sujet majeur pour les maladies rares et qui est directement lié au manque de traitement. Aujourd'hui, on a 95% d'errance thérapeutique sur les maladies rares. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être développé pour faciliter le suivi des patients, pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc, c'est aussi un sujet sur lequel l'Alliance travaille et travaille évidemment sur la base des remontées d'expérience de ces associations membres. Rupture de parcours et isolement, alors ça, c'est ce que toutes les associations connaissent comme sujet aujourd'hui, mais c'est aussi un sujet majeur, faire en sorte que les personnes sortent de leur isolement. L'Alliance a pour objectif d'aller aussi en région, je détaillerai un peu plus après, mais d'être un acteur de proximité, justement, pour favoriser l'accompagnement, donner de l'information au plus près des personnes qui n'ont pas forcément accès à ces informations, et essayer autant que possible de travailler sur notamment les différences de prise en charge d'une région à l'autre, donc sensibiliser les administrations au niveau local pour que justement cette prise en charge puisse se faire de manière
aussi optimale que possible d'une région à l'autre. Donc 3 axes aussi au niveau de l'Alliance qui sont portés par notre plan stratégique sur 5 ans. Le premier axe, c'est porter évidemment la voix des malades, des familles et de leurs associations. Donc 3 objectifs qui sont de contribuer à faire des maladies rares une priorité nationale. Nous sommes un acteur parmi d'autres, mais l'idée c'est qu'on puisse vraiment contribuer à ça et porter la parole de nos associations. Créer des dynamiques et des convergences, c'est ce que j'expliquais en amont, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'ADN de l'Alliance, faire en sorte que les acteurs se rencontrent, discutent et faire émerger des idées et des orientations. Communiquer et interpeller pour la cause des maladies rares, c'est ce qu'on a fait avec les 3 plans précédents aux côtés de bien d'autres acteurs, mais évidemment c'est un des enjeux de l'Alliance de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, sensibiliser autour des maladies rares. Notamment porter la voix des malades, pour l'Alliance ça passe par 2 grands événements. La Journée internationale des maladies rares, que l'Alliance notamment a co-organisé sur cette année 2020, organisera sur l'année 2022, où on va proposer des choses, proposer un projet pour pouvoir justement sensibiliser le plus grand nombre autour de la problématique des maladies rares. Et puis la marche des maladies rares, alors l'affiche n'est pas à jour pour la bonne raison que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas été en mesure d'assurer cette marche qui en fait réunit à Paris le temps d'une journée tous les malades de France qui souhaitent venir et leurs associations et leurs familles pour porter la cause des maladies rares et être visible sur l'espace public. Cette marche, elle a été annulée pour 1000 causes depuis 3 ans, donc malheureusement des causes en général assez tristes, les attentats, les gilets jaunes, cette année le Covid, donc rarement des événements extrêmement agréables. Et on va essayer de la relancer cette année, en espérant que le Covid ne joue pas un mauvais tour d'ici décembre prochain, pour justement avoir un moment festif autour des maladies rares, pouvoir avoir un moment de visibilité sur l'espace public. L'axe 2, renforcer l'empowerment des associations, puisqu'évidemment, porter la parole des malades, c'est aussi renforcer les associations qui permettent aux malades de se structurer, de s'informer, d'être outillés pour être accompagnés après dans leur parcours de santé. Donc, on leur diffuse une information aussi technique que possible, aussi de haut niveau autant que possible, pour qu'elles aient vraiment un panel d'informations suffisant pour pouvoir exercer au mieux auprès des malades. Pardonnez-moi. Valoriser le savoir des associations et les accompagner au quotidien, c'est aussi capitaliser sur leur savoir, permettre un partage d'expérience et les former au quotidien, puisqu'évidemment, aider les associations, c'est aussi les outiller, c'est aussi leur donner les moyens de se construire et d'exercer après leurs compétences et de porter la voix des malades. Typiquement, je ne rentrerai pas dans le détail, mais dans les possibilités, dans ce que propose le panel des outils que propose l'Alliance, on a des universités d'automne qui se tiennent toujours à la rentrée, autour de thématiques diverses, mais qui permettent notamment aux associations d'avoir de l'information et d'avoir de la compétence, des rencontres, des formations tout au long de l'année, notamment formation à l'écoute, comment prendre la parole en public, enfin tout ce qui permet à une association de pouvoir se structurer et de pouvoir communiquer efficacement. Le congrès de l'Alliance, j'en profite pour dire que se tiendra ce vendredi 4 juin avec 2 plénières et 13 ateliers auxquels vous pouvez encore vous inscrire sur le site internet de l'Alliance. Des fiches, des guides pratiques, un espace membre, voilà. Beaucoup d'outils pour permettre aux associations de se structurer, de se développer et d'être efficaces dans leurs actions. Enfin, le dernier axe qui m'intéresse plus particulièrement au titre des actions régionales, informer, former, contribuer sur le terrain, à contribuer à aider les personnes sur le terrain. Donc ça veut dire informer et communiquer en région. J'y reviendrai, mais on a des journées régionales en région qui permettent justement d'informer les associations, les familles et les patients. Agir pour un meilleur accompagnement de proximité. On va essayer d'être en contact avec les interlocuteurs locaux justement pour que cet accompagnement puisse se faire du mieux possible et que les informations se diffusent le mieux possible. Soutenir et défendre les spécificités maladies rares et expérimentées en région. Je vais faire un petit focus parce que ça parle notamment du projet Compagnon Maladies Rares en Nouvelle-Aquitaine, qui est un projet qu'on porte justement en Nouvelle-Aquitaine avec l'ARS, qui est financé par l'ARS. On a répondu à un appel à projet. On a 7 compagnons maladies rares qui sont recrutés et formés par l'Alliance, donc qui sont aujourd'hui salariés de l'Alliance, qui sont considérés comme des patients experts. Ils ont été formés à ça. C'est de la pérédance et donc ils vont accompagner ensuite les malades qu'ils souhaitent dans leur vie quotidienne. Ça peut être des suivis de court terme, de moyen terme, de long terme. Évidemment, l'accompagnement à chaque fois, il est adapté à chaque besoin des patients. Ça peut être un accompagnement ponctuel comme quelque chose de beaucoup plus long. Ça peut être un soutien psychologique, une aide dans l'ensemble des actions qui sont amenées par le patient dans son parcours de soins, qui sont extrêmement complexes, on le sait tous. Donc l'idée, c'est de rompre cet isolement, d'améliorer leur qualité de vie, de permettre aussi
La confiance, parce que finalement, c'est un malade qui en est un autre. Donc, c'est vraiment ce concept de pouvoir transmettre, partager de l'expérience et encourager évidemment les personnes à s'autonomiser. Le but n'est pas du tout de les accompagner toute la vie, mais c'est vraiment d'avoir un processus aussi court que possible qui permette de leur redonner confiance et de les réarmer dans leur parcours. Voilà pour les compagnons maladies rares. Et rapidement, je pensais que j'avais une slide là-dessus, mais j'en profite. La journée régionale sur Lille pour les associations et les familles, je reviens sur la slide juste avant, se tiendra le 26 juin à Lille. Donc c'est un samedi au Grand Palais, où l'idée c'est vraiment de réunir toutes les associations, les malades, les personnes isolées qui le souhaitent, pour discuter, pour vous donner de l'information et répondre évidemment à toutes les questions qui intéressent les patients et les associations. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout, à peu près dans le temps, j'espère. Et je serai évidemment à votre disposition pour répondre aux questions. D'horizon de vos actions très, très impressionnantes. On reviendra sur certains points. On va parler maintenant de la Fondation Maladies Rares avant de lancer les questions avec Anne-Sophie Iribarren. La Fondation Maladies Rares, elle a été créée un peu plus tardivement. C'est le deuxième plan Maladies Rares qui a eu la volonté de lancer la Fondation, qui a été créée en 2012, aussi sous l'impulsion de l'Alliance, la FMI Téléthon, l'INSERM, une conférence des doyens, des CHU, etc., et des présidents d'université. J'ai participé à la naissance de la Fondation Maladies Rares, j'étais très actif au sein de la Fondation à ses débuts dans le conseil scientifique, et c'était avec plaisir que j'ai longtemps travaillé au sein de différents comités, notamment autour des sciences médico-sociales, et la Fondation a un rôle très important dans la recherche. C'est ce que vous allez nous dire, Madame Iribarren, je crois. Je vous donne la parole. Merci. Merci de m'avoir convié à cette réunion. Je vous présente les actions de la Fondation Maladies Rares. Est-ce que vous voyez ma présentation? Parfait. Parfait. Donc, je suis Anne-Sophie Iribarren et je suis responsable régionale Nord-Ouest et référente e-santé au sein de la Fondation. Comme vous l'avez précisé, professeur Achula, la Fondation est une fondation de coopération scientifique qui a été créée en 2012. Et notre mission, c'est vraiment une mission d'accompagnement et d'accélération de la recherche aux côtés des chercheurs, des cliniciens et des associations pour une recherche active et participative. Et nous avons été créés dans le cadre vraiment de cette démarche avec une volonté conjointe de 5 acteurs très impliqués dans la recherche et la prise en charge des malades, que ce soit la FM Téléthon et l'Alliance Maladies Rares pour la voix des malades, l'INSERM et la conférence des présidents d'université pour les acteurs de la recherche, mais aussi conjointement avec les présidents du CHU de France pour la voix des acteurs du soin. Donc, nos missions et nos actions, c'est vraiment des actions d'accompagnement et de soutien de la recherche pour l'ensemble des maladies rares. Donc, soutien par des financements via une politique d'appel à projet, une politique scientifique assez active d'appel à projet sur 3 grandes thématiques. Elodie a souligné tout à l'heure les enjeux du diagnostic et de trouver de nouveaux traitements. Aujourd'hui, c'est une errance diagnostique qui est très longue de plusieurs années pour une majorité de malades, et c'est aussi 95% des patients qui restent sans traitement spécifique. Donc les enjeux, c'est de comprendre les maladies rares, mais aussi de trouver de nouveaux traitements, mais aussi un troisième volet, et vous l'avez souligné, le volet de sciences humaines et sociales, et c'est un enjeu dans lequel la Fondation Maladies Rares s'est impliquée dès sa création en 2012 pour améliorer le parcours de vie des malades et des familles. Comment on travaille? On travaille avec une équipe de 12 personnes, dont le siège est à Paris, dans la plateforme Maladies Rares, mais avec un ancrage territorial très fort. Je suis responsable régionale basée à Lille pour couvrir les régions ouest et nord-ouest. Et puis avec mes collègues, l'idée et l'objectif, c'est vraiment de collaborer sur le terrain avec les acteurs majeurs de la recherche, donc dans les laboratoires, dans les CHU, dans les centres de référence, mais aussi avec l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante dans toutes ces phases et ces jalons très importants mais très longs du développement de médicaments, que ce soit les acteurs de la valorisation, les financeurs, les experts aussi technologiques qui aident et qui participent à monter des projets collaboratifs pour amener des nouveaux traitements.
c'est aussi une synergie et qui prend de plus en plus d'ampleur avec les acteurs associatifs qui sont extrêmement dynamiques pour porter des sujets de recherche, pour lancer des appels à projets et avec lesquels on travaille en les aidant justement à structurer leur démarche de soutien à la recherche. C'est enfin la fondation, une mobilisation de la communauté sur les enjeux scientifiques et médicaux, puisque les problématiques et les défis qui sont relevés par les maladies rares sont des défis majeurs, mais qui intéressent aussi l'ensemble de la santé de demain. Donc, avec un large écho, on propose des colloques scientifiques qui s'adressent à une communauté large, que ce soit des experts, mais aussi plus grand public. On se mobilise aussi au niveau de causes comme la cause solidaire de l'Ultra-Trail du Mont Blanc. Et on essaye de travailler de plus en plus parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut des soutiens et des financements toujours plus importants en mode collaboratif, en travaillant avec des partenaires, que ce soit des partenaires privés qui s'intéressent à soutenir les innovations ou associatifs au niveau français, mais aussi au niveau maintenant européen et international. Donc les appels à projets, vous voyez ici les grandes missions qui préfigurent aussi nos appels à projets pour mieux décrypter et mieux comprendre les maladies rares et améliorer le quotidien des patients. Donc ce sont des financements sur des appels à projets en biologie santé pour aider au diagnostic, mieux comprendre et en particulier les causes génétiques de la maladie. Dans les maladies rares, la recherche n'est jamais très loin du soin. Et les acteurs avec qui nous échangeons ont souvent cette double casquette de chercheurs à la paillasse et puis de médecins et de cliniciens en lien et en accompagnement de leurs patients. Et donc, ces projets sont aussi des projets qui vont s'intéresser à élucider les causes de la maladie, mais aussi les mécanismes. Quels sont les mécanismes physiopathologiques? Quelles sont les cibles qui pourraient être demain des nouvelles pistes thérapeutiques? Mais aussi, quelles sont des pistes thérapeutiques qui sont utilisées dans d'autres pathologies, peut-être non rares, comme des cancers, et qui pourraient avoir une utilité en repositionnement de traitement pour aller encore plus vite pour des maladies rares, voire ultra rares. Et donc, l'objectif étant de préparer le développement de nouveaux médicaments. Un appel à projet aussi auquel on tient beaucoup et qui a été lancé dès 2012 sur le quotidien des personnes malades et de leurs familles. Un appel à projet qui traite des sciences humaines et sociales et des maladies rares. Les sciences humaines et sociales sont un champ de recherche extrêmement large. Ça va de la sociologie à la psychologie, à l'anthropologie, à l'éthique, voire à l'économie. L'objectif étant de mieux comprendre quelles sont les difficultés particulières liées aux maladies rares dans les parcours de soins et de vie des malades. Et pour ce faire, ces projets mettent autour de chacun des projets une synergie de regard à la fois des chercheurs qui sont spécialisés dans ces démarches de sciences humaines et sociales, mais pour que ces recherches aient du sens et surtout soient à impact fort, des médecins et des associations de malades. Et c'est ces trois regards qui permettent de monter des projets de recherche, l'enjeu étant évidemment de mieux comprendre et puis avec ces résultats, de proposer des actions concrètes pour rompre l'isolement social, professionnel, mais aussi éducatif et les difficultés d'intégration pour les enfants et jusqu'aux adultes pour les personnes touchées par les maladies rares. Au-delà de la recherche biomédicale, dans notre accompagnement terrain, eh bien, c'est un accompagnement quotidien de fourmis que mènent les responsables régionaux de la Fondation avec nos collègues et nos partenaires. Dans le cadre de notre mission, c'est d'aller vraiment à la rencontre des chercheurs, comme je l'ai précisé, pour trouver des preuves de concept et des nouveaux projets qui pourraient bénéficier d'un financement, d'un accompagnement, d'une synergie avec d'autres collaborations, parce que la recherche pour les maladies rares, c'est aussi la recherche de financement
Et c'est l'intérêt en fait de cette démarche de pouvoir sourcer, accompagner, valoriser des preuves de concept qui peuvent être extrêmement larges et qui peuvent avoir des résultats extrêmement pertinents, mais faute de financement, eh bien, ne vont pas jusqu'aux opportunités et aux potentialités qu'elles pourraient avoir. Et donc, ce sont des échanges quotidiens avec les chercheurs, mais aussi avec les associations de malades qui s'intéressent beaucoup à des projets de recherche qui peuvent être très ambitieux pour mener et soutenir ces projets. Mon résultat, depuis 2012, c'est près de 400 projets de recherche qui sont financés dans le cadre d'appels à projets de recherche et d'accompagnement terrain. C'est plus de 100 nouveaux gènes identifiés qui ont participé à améliorer le diagnostic, mais c'est aussi des acteurs scientifiques, mais associatifs, et en particulier qui sont pleinement impliqués dans les projets de recherche en sciences humaines et sociales. Et c'est une valorisation qui nous tient à cœur pour une reconnaissance, notamment via les publications scientifiques et les congrès, mais aussi une reconnaissance via des actions concrètes qui débouchent à des actions vraiment très pratico-pratiques pour les malades et leurs familles. Au niveau européen, la Fondation est partenaire du programme de l'EJPRD, l'European Joint Programme on Rare Disease. Un des aspects de cette animation, donc, ce sont un réseau d'experts, plus de 130 institutions qui permettent de fédérer, d'animer, d'amplifier la recherche et l'innovation dans les maladies rares. Nous nous occupons d'un certain nombre d'actions. Je voulais vous mettre aujourd'hui l'accent sur une des actions que nous pilotons, les actions de formation qui sont dédiées à tous les acteurs impliqués dans les maladies rares, avec la création d'une série de MOOC, et le premier est aujourd'hui lancé. Je vous invite à le regarder. Il est destiné à la fois pour les professionnels de santé, les chercheurs, mais aussi les personnes du monde associatif, les familles qui s'intéressent à comprendre tous ces démarches de diagnostic. Pourquoi c'est difficile de poser un diagnostic? Quels sont les nouveaux outils aujourd'hui qui sont à la disposition des soignants? Comment se passe toute une étape de démarche diagnostique, en particulier en génétique? Et donc, c'est une série de MOOC qui va balayer tous les aspects, et en tout cas les aspects importants de ces phases de recherche et de développement, mais avec des applicatifs très importants dans la prise en charge. Donc aussi bien au niveau de la recherche, mais aussi des thérapies personnalisées et de la médecine de précision. Comment on monte un essai clinique et pourquoi les maladies rares aussi ont des spécificités en termes méthodologiques. Et puis évidemment, les aspects éthiques, les données qui sont clés pour faire avancer la recherche, mais qui ne peuvent pas être utilisées et traitées sans un cadre et une dimension éthique très, très importants. Une nouvelle mission aussi que nous avons montée depuis 2 ans et que je pilote, c'est une mission de soutien aux nouvelles innovations. La recherche dans les maladies rares est extrêmement dynamique. Elle concerne la biologie, la santé, via de la recherche classique, mais aussi de la recherche pluridisciplinaire avec de la technologie. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu aider à l'émergence des projets e-santé et maladies rares qui soient portés par et pour les acteurs vraiment de terrain de l'écosystème. Ce ne sont pas des projets de recherche, mais ce sont des projets concrets qui sont portés par les acteurs. Et ces ateliers vous permettent de vous accompagner, de vous aider dans vos premiers pas. Vous avez une idée numérique, par exemple d'application, d'outils immersifs pourraient vous aider dans une formation, voire dans une démarche de soutien à votre prise en charge. Vous souhaitez mettre en place un projet d'aide au diagnostic basé sur l'intelligence artificielle.
Eh bien, pour vous aider dans l'amorçage des projets e-santé et dans l'amorçage des projets maladies rares avec voilà, cette dimension e-santé, et pour s'attaquer aux grands défis que sont l'errance diagnostique et les inégalités dans le parcours de soins, ces ateliers ont été créés justement pour que ces acteurs, vous puissiez rencontrer des acteurs de la e-santé, que ce soit des acteurs spécialisés en technologie, mais aussi, et c'est ce qui est important, mais aussi difficile que dans ces projets pluridisciplinaires, des professionnels du management de projet, du financement, de la co-construction, puisque ce sont des projets qui sont multi-acteurs et qui demandent des regards et des compétences diverses. Et donc, ces ateliers vous permettent de construire une feuille de route, de vous aider à l'émergence, de voir vraiment toutes les phases et les jalons qui vont vous permettre de dimensionner et de co-construire votre projet. Voilà, aujourd'hui, depuis 2019, c'est 10 projets lauréats qui sont accompagnés et plus de 40 experts nationaux reconnus en e-santé qui sont mobilisés le temps d'une journée et un peu plus aussi le temps de l'accompagnement pour des projets à impact fort dans les maladies rares. Donc, vous voyez, la première session a eu lieu en présentiel au sein de l'incubateur Paris Biotech Santé. Nous voulions faire la deuxième session à Lille. Et voilà, du fait de la situation sanitaire, nous sommes passés sur des sessions digitales pour mener à bien ces projets. Je vous invite à regarder, si vous êtes intéressé, le replay et la présentation de toute cette démarche de soutien à ces nouvelles innovations. Et puis un exemple concret avec des projets lauréats du CHU de Lille. Vous voyez des projets qui sont en cours aujourd'hui de co-construction, des projets émergents qui traitent sur des sujets variés, mais avec des outils d'application mobile, compagnons, de soutien aux familles qui accompagnent leurs enfants atteints de maladies rares, ou des nouveaux modèles de e-consultation, de télémédecine, pour aider à mener l'expertise auprès de tous les patients, même ceux qui sont éloignés des centres experts, en particulier dans les consultations qui restent complexes des maladies génétiques. Et voilà une slide pour finir, pour vous donner un petit peu les actualités. On a notre appel à projet en sciences humaines et sociales qui est en cours. Les ateliers de co-design vont être bientôt lancés sur les appels à candidature. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour une session qui se fera en ligne en fin d'année. Et puis les preuves de concept aussi sont accompagnées avec des sessions qui permettent vraiment des rencontres avec nos partenaires industriels. La prochaine aura lieu en 2021. Et si vous souhaitez accéder à la formation du MOOC avec le premier volet sur le diagnostic, eh bien, je vous invite à regarder gratuitement sur la plateforme FuturLab. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Ribaren, très clair. Et puis, chapeau à toutes les actions que vous menez et l'argent que vous apportez pour la recherche en France, dans les différents domaines. On a une dizaine de minutes de discussion. Alors, je me rapproche pour parler des données du chat, parce que je n'ai pas les Il y a des questions sur le chat. Aujourd'hui, le c'est un peu simple. Si nous avons des questions, je regarde. Nous n'avons pas de diapositive. Merci pour votre présentation. Voilà, c'est plutôt des remarques que des questions. À ce moment-là, je vais lancer la discussion et lancer le bal. Je vais dans l'ordre. Madame Simoulin, donc vous avez un numéro de téléphone à disposition donc des patients. Combien d'appels vous avez au quotidien pour avoir un ordre d'idée du service que vous offrez aux patients atteints de maladies rares, parce qu'ils sont 3 millions quand même en France? Tout à fait. Alors, le nombre de sollicitations qu'on reçoit par an, globalement, que ce soit par mail ou par téléphone, n'est pas aussi élevé que ça. Et
nous ne serions d'ailleurs pas en capacité de répondre à la sollicitation de 3 millions de personnes actuellement, je ne vous cache pas. Donc, c'est de l'ordre de 5000 sollicitations par an, avec, au niveau des appels, c'est quand même la majorité des demandes qu'on reçoit, ça va être par le biais du téléphone. Si je ne vous dis pas de bêtises, ça devait être de l'ordre de 2600 appels l'année dernière. Selon les jours, ça peut varier. Ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'appels par jour, un peu moins de 10 des journées calmes. Ça varie un peu selon les jours de la semaine. Évidemment, le lundi, les gens ont trouvé nos coordonnées pendant le week-end et vont spontanément plus souvent nous appeler ce jour-là. Ça dépend aussi d'actualité. Évidemment, là, en début d'année, on a été beaucoup sollicité pour répondre à des questions sur la vaccination contre le Covid-19. Ça générait beaucoup d'appels avec des réponses souvent relativement courtes qui permettaient d'accueillir beaucoup d'appels. Notre enjeu, c'est de réussir à maintenir une bonne écoute, donc en permettant aussi des appels longs, tout en gardant une bonne accessibilité de la ligne. Et on a un beau taux de réponse dans l'ensemble, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, en cas de difficulté passagère pour nous joindre, il y a toujours la possibilité de nous appeler, de nous contacter via notre formulaire web. Et là, on a un délai de réponse qui est environ d'un jour. Donc, un jour ouvré, voilà. Évidemment, si on nous envoie un mail le vendredi, ce sera un petit peu plus long, mais on essaie vraiment de répondre dans des délais très rapide, puisqu'on sait que le parcours des personnes est déjà fortement marqué par l'attente. Donc, on veille à ne pas rajouter dans la mesure du possible à cette attente. J'ai bien noté l'accompagnement social et juridique que vous pouvez apporter. J'ai très, très apprécié l'infographie animée du parcours de santé et je dois dire que nous avons mis un lien à partir de notre site de la filière des maladies auto-immunes auto-inflammatoires. C'est vraiment une aide extrêmement intéressante et importante pour les patients. Question pour Alliance, Madame Crépieux, je vois qu'il y a une question qui s'affichait. L'association CED, comment faire pour vous rejoindre et intégrer Alliance quand on est une association CED qui est maintenant reconnue association maladies rares, le CED qui a son PNDS et qui est intégré dans une filière, comment faire pour vous rejoindre? Alors là, on a une démarche qui est assez simple, qui se fait en ligne. Alors, je ne sais pas si Delphine, je vois que c'est Delphine qui écrit, que je ne connais pas, mais que je me permets d'appeler Delphine. On a une procédure en ligne où c'est effectivement Marc, au sein de notre association, Marc Sprung, qui se charge de ces dossiers de candidature. Donc, il faut remplir un petit dossier en ligne. Une des choses que je peux quand même vous préciser, parce que je vois vous préciser Association nationale référente, à l'Alliance, on a souvent une association qui va adhérer au niveau national avec une représentation nationale. Ça, c'est un des critères pour pouvoir être adhérent chez nous. Et si on a déjà une association qui est membre pour une pathologie, on va plutôt inviter les deux associations à se parler et à se rapprocher. Pour éviter justement, quelque part, le mortellement du tissu associatif. Alors, ça ne veut pas dire du tout que... On peut comprendre que des associations n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais je dis ça parce que, par exemple, sur le CED, je sais que l'AFCED est membre de l'Alliance Maladies Rares. Donc voilà, il peut y avoir un sujet là-dessus. Je ne m'aventurerai pas plus loin parce que je ne gère pas les dossiers d'adhésion, mais ça peut être un des sujets qui fait que, pour l'instant, votre dossier n'aboutit pas. Je ne sais pas si on... Voilà pour la... Je ne sais pas si ma réponse est complète, mais... Très, très bien. Non, c'est très clair. Vous menez beaucoup d'actions et je dois dire que c'est assez remarquable sur le territoire national. Les partenariats avec les filières, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les actions que vous avez avec les 23 filières de santé? Alors oui, tout à fait. On a quelqu'un au sein de l'équipe, Hélène Thiollet, qui est une nouvelle recrue, qui est là pour faciliter les relations entre nos associations, les centres de référence et les filières. Donc on a des associations qui sont membres des gouvernances des filières et on a ce qu'on appelle, nous, un groupe interfilière qui permet justement à ces associations, quelque part, de pouvoir échanger
aussi sur ce qui se passe dans leur filière, d'assurer cette transversalité, de pouvoir communiquer sur les enjeux des filières et quelque part aussi de monter en professionnalisation, parce que l'idée c'est aussi qu'elles puissent être efficaces dans les comités de direction des différentes filières. Donc on les forme là-dessus et justement on les invite à échanger. Donc nos contacts au niveau associatif, c'est plutôt ça, c'est pouvoir favoriser la participation, la bonne participation des associations au sein des filières. Et puis après, par ailleurs, on a effectivement des interactions avec les filières sur plein d'autres sujets. Ça peut être justement quand on va monter ce processus, cet événement de sensibilisation des médecins. Notamment, on avait travaillé avec une des filières qui était représentée par le professeur Jondot. On a des contacts réguliers au niveau des plateformes d'expertise également. Donc, c'est des contacts qu'on entretient au fur et à mesure et on essaye de répondre le plus possible aux sollicitations et d'être présent sur notamment l'aspect associatif et de pouvoir les aider à mieux s'investir au sein des différentes filières. Alors, j'ai été surpris, interpellé parce que je ne connaissais pas cette action. Le patient expert, alors, qui peut accompagner ponctuellement un patient, rompre l'isolement, un malade qui vient dans le cadre qui est donc issu d'une association et qui est présente au sein de l'Alliance. Un patient vient vous voir en disant « je veux être patient expert ». C'est quoi la filière pour qu'il devienne patient expert? Quel est le cahier des charges? Alors, là, vous parlez des compagnons maladies rares? Oui. Alors, effectivement, là pour moi, vous me posez une colle dans le détail parce que, effectivement, ouais. Non, il n'y a pas de souci, c'est très bien. C'est intéressant comme idée et je pense que certains patients peuvent se dire « moi, j'aimerais bien ». Complètement. Alors, il y a un sujet qui est qu'aujourd'hui, c'est vraiment un projet pilote et expérimental. Donc, concrètement, pour ne pas créer de déception, quelqu'un qui taperait à la porte demain justement et qui nous demanderait cela, on ne serait pas en mesure pour l'instant d'y répondre parce qu'il faudrait pour cela que le projet soit généralisé au niveau national, ce qui n'est pas encore forcément gagné, soit qu'on puisse dupliquer le modèle, peut-être d'une manière un peu différente, mais aujourd'hui c'est vraiment un projet à titre expérimental. Donc on est justement en train d'en tirer un peu les conclusions puisque l'échéance c'est fin 2021, début 2022. Donc on va en tirer les conséquences avec l'ARS pour voir comment on donne une suite à ce projet-là. Et après, sur la formation elle-même, là pour le coup, c'est moi qui suis en peine pour vous répondre parce que j'avoue, étant depuis un peu plus d'un an à l'Alliance, que je ne sais pas quel a été le détail de la formation des personnes qui ont été recrutées il y a maintenant 4-5 ans. Mais on a un responsable, Clément Pimouguet, au sein de l'association qui pourra tout à fait répondre à cette question si jamais il y avait des sollicitations ou des questionnements de la part des patients qui souhaiteraient justement s'engager sur une formation de patient expert. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je rerouterai vers Clément Pimouguet sur cette question. Merci. Madame Iribarren, un petit peu quelques questions rapides sur la fondation. Alors, le petit groupe POC, est-ce que vous avez en tête un petit exemple de médicament qui a pu émerger de ce groupe et que vous avez accompagné à partir d'une proof of concept et qui est maintenant peut-être en phase 1 ou 2 de développement? Vous avez un exemple en tête ou... Alors, oui. Alors, je peux vous proposer... J'espère que ce n'est pas une colle. J'essaie de trouver quelque chose de... alors, qui est actuel. Un exemple lillois d'un projet de recherche qui a été lauréat à la Fondation Maladies Rares. La première étape pour accompagner les POC, c'est de pouvoir les détecter, de pouvoir détecter les chercheurs qui ne sont peut-être pas forcément sur une majeure dans leur laboratoire et qui travaillent sur d'autres sujets aussi. Et donc, c'est le projet du docteur Fabrice Lejeune à l'IBL. C'est un projet qui a été lauréat dans le cadre de l'appel à projet criblage. Fabrice Lejeune a découvert avec son équipe, en criblant un certain nombre de molécules, il cherchait à identifier une petite molécule qui pouvait avoir une action très spécifique pour corriger des mutations particulières. Et il l'a trouvée. Et il s'avère que c'était une molécule très particulière, puisque c'était une molécule issue d'un champignon extrêmement commun. Et donc, c'est une histoire aussi qui est intéressante, puisque c'est une molécule qui avait d'autres propriétés. Et grâce à ce travail expérimental un petit peu d'abord de poser une hypothèse scientifique, de tester
il a testé dans des modèles de souris la molécule en question. Il a vu des résultats très intéressants. Il l'a testé en collaboration avec des associations de malades et des experts cliniciens sur des cellules de patients, puisque ce sont des molécules qui peuvent traiter corriger des mutations dans des maladies génétiques comme la mucoviscidose. Et aujourd'hui, Fabrice Lejeune a décidé de passer le pas de l'entrepreneuriat pour mener plus loin et accompagner la valorisation en créant sa start-up. Donc, je pense que c'est une belle histoire, parce que ça part vraiment de la recherche fondamentale. Et aujourd'hui, on sent les prémices, on croise les doigts, peut-être d'une future stratégie thérapeutique qui serait intéressante pour les malades. Une question sur les MOOC. Alors, je savais que la Fondation était travaillait sur un cours en ligne. Il a été question, on avait travaillé ensemble sur un diplôme interuniversitaire avec un label universitaire. Les filières, d'ailleurs, ont créé, on continue un petit peu votre action initiale des diplômes interuniversitaires. Nous avons créé un nouveau diplôme interuniversitaire sur les méthodes de développement des essais thérapeutiques dans les maladies rares. Et je pense que là, il y a peut-être un partenariat à avoir avec les filières concernant vos MOOC, parce qu'il y a un chevauchement sur certains cours qui vont être enseignés. Et peut-être là, vous êtes en train de produire des outils qui peuvent nous être utiles. Donc, je pense que ce serait bien qu'on puisse se rencontrer et discuter de cela. C'est extrêmement intéressant. Vous avez combien de MOOC actuellement qui sont déjà en ligne? Alors, il y a le premier MOOC sur le diagnostic qui est en ligne. Les autres sont en cours de production, de réflexion. C'est vraiment un travail collaboratif avec de nombreux partenaires, et c'est évidemment un travail de collaboration qui est ouvert aux experts français, mais aussi au niveau européen. L'ensemble des ERN, donc les réseaux au niveau européen, sont impliqués dans les contenus, et très volontiers pour pouvoir discuter ensemble sur les prochains mots qui sont en cours de réflexion ou de rédaction, et donc pour apporter de la synergie et ne pas apporter de la redondance, au contraire, faire quelque chose de pertinent pour toute la communauté. Tout à fait, bien sûr, on va jouer le rôle de relais de ce que vous faites, c'est évident, c'est sûr, c'est très complémentaire. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette belle discussion. Je pense que sur le terrain national, vous êtes trois structures qui sont incontournables et particulièrement complémentaires. Et on l'a vu ce soir. D'un côté, plutôt les patients, de l'autre côté, plutôt les associations, enfin plutôt la recherche. Et donc, je trouve que vous êtes là une très, très belle complémentarité. Chacun a su trouver sa place et a su se rendre indispensable maintenant dans les maladies rares. Et bravo, bravo pour ça. Il manquait peut-être que Orphanet, qui est aussi complémentaire encore sur le terrain des maladies rares et par rapport à ce que vous faites. Et je sais que vous travaillez aussi en lien étroit avec Orphanet. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir sur ce petit webinaire. Et donc, on va évidemment le mettre en ligne sur notre plateforme Clémara, et ce sera à disposition de tous nos centres de référence et de compétences, parce que tous, évidemment, coordonnateurs ou membres, ne sont pas au courant de tout ce que vous faites sur le terrain au quotidien. Et merci pour ça, et continuez surtout. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Très bonne soirée. Merci. Très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.